Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Livre Ésotérique Ancien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui on va attaquer la magie et l'hypnose avec le chapitre 7, mais juste avant, je profite pour remercier ceux qui me soutiennent et voilà, faire le petit clin d'œil, donc pour dire aussi, la personne se reconnaîtra que, je l'ai déjà dit une fois, mais là encore, c'est aussi un gros soutien, merci beaucoup. Et voilà, c'est bon, le chat a eu ses petites friandises et là aujourd'hui il n'est pas là. Il va peut-être pas tarder un peu plus tard, mais pour l'instant c'est pas encore son moment. Et je voulais vous dire aussi merci pour tous vos mails, c'est très intéressant, j'avais dit que je ferais un message à ce sujet, donc là je le dis. J'ai quelques personnes qui m'ont fait des suggestions sur des sujets que j'avais évoqués moi personnellement, donc dans les commentaires des vidéos. Et je voulais simplement remercier parce que j'ai eu d'autres angles de vue, des choses que j'avais pas toujours moi non plus perçues, donc je trouve ça vraiment intéressant pour tous, alors que ce soit sur les commentaires mais aussi par mail directement, où là effectivement les choses étaient un peu plus établies, avec aussi des nouvelles choses que je ne connaissais pas sur d'autres sujets. Et ce que je voulais dire par là, c'est pas forcément j'en ai appris plus ou moins, c'est pas ça l'histoire. En fait, c'est que je trouve quand même que ce qui est bien sur cette chaîne, finalement, même avec les commentaires, c'est que finalement, vous voyez, on n'est pas sur un process de la personne qui est au-dessus et qui va distiller une forme de savoir. J'aime bien ce côté un peu jeu vidéo, où on est chacun un petit peu dans notre jeu, et on va tous découvrir des portes dérobées, des interprétations, ce genre de choses. Et à un moment, on va pouvoir communiquer ensemble, mettre tout sur la table et pouvoir se dire « Ah bah tiens, tu vois, moi j'ai plutôt perçu ça comme ça, moi plus comme ça. Tiens, c'est intéressant, je vais essayer de faire ça comme ça. Ah ouais, attends, moi aussi je vais essayer d'aller par là, je vais essayer de faire ci, ça, ça. » Et je trouve que cette communication et ce partage à l'horizontale et non pas, vous voyez, vers justement quelqu'un, la personne ou le haut de la pyramide, je trouve que cette communication à l'horizontale est bien plus efficace et ça ouvre l'esprit, ça ouvre les champs de vision et ça démontre bien qu'on est tous différents. Donc c'est vraiment, et ça permet voilà de s'entraider. Je trouve qu'il y a vraiment une entraide sans avoir toujours l'idée du formateur, vous voyez ce côté très occidental dont j'ai souvent parlé, qui est voilà la formation avec celui qui dit que, et non pas un principe d'initiation, toujours quelque chose de très scolaire, ce qu'on voit d'ailleurs en notre âge, je pense que tous autour de vous, vous avez vu et revu des gens qui proposaient des formations sur telle ou telle spiritualité, tel ou tel domaine énergétique ou quoi que ce soit, et on va dire ok oui mais comment on fait autrement? Ben oui mais le problème c'est que ça reste une formation, ça reste scolaire, on n'est pas dans le domaine de l'initiation qui n'est pas du tout la même chose. Voilà, et donc le fait de discuter entre nous, de partager des idées, j'ai trouvé ça mais vraiment extra, et donc je vous remercie, même si ceux qui n'écrivent pas ou qui n'ont pas de commentaires, qui ont leurs idées aussi, mais parce que vous êtes présents en majorité sur cette chaîne aussi, et je vous ressens de toute façon aussi, mais voilà, c'est quand même l'idée un petit peu de cette chaîne plutôt qu'une lecture toute simple, et je vous en remercie parce que moi qui ai fait un petit peu cette chaîne un peu de manière, on va dire, pour lire pour moi, comme je le dis souvent, et ben je m'aperçois qu'il y a des réponses en face. Voilà, et je m'y attendais pas du tout. Voilà, et ça me fait grandir moi aussi, donc merci pour ça. Allez, sans plus tarder, je veux pas trop m'attarder sur ce plan, mais vous avez compris. On y va, chapitre 7, des êtres qui habitent le plan astral, qu'est-ce qu'une apparition? Ça c'est le titre. On est à plus de la moitié du livre les amis, mais on commence à rentrer dans le dur, donc c'est plutôt sympa. Les explications des phénomènes occultes données par la tradition ésotérique tirent surtout leurs origines de la conception du monde invisible et du plan astral, spécial à l'occultisme. Ce plan astral est aussi peuplé que le plan physique d'êtres aussi différents par leurs origines et leurs fins que les animaux, les végétaux et les hommes de la terre, et les voyants ont au début beaucoup de peine à se reconnaître dans cet amas grouillant et vivant. Ça c'est sûr. J'ai discuté avec une médium récemment qui me disait qu'elle se connectait un petit peu à tout. Ce qui est intéressant parce que vous avez des médiums qui vont se connecter vraiment sur une égrégore ou un égrégore bien particulier, ou même une création d'élémental, et de l'autre côté vous avez ou je sais pas, ça peut être Saint-Michel ou ce genre de choses. Donc il va y avoir quand même un échange d'énergie, je parle bien d'échange, je ne donne pas de don d'énergie, je parle bien d'échange, donc ça coûte, comme je vous dis souvent, et de l'autre côté il y a le moi supérieur aussi,
Et vous avez aussi pas mal ce type de médiums qui sont aussi très compétents, mais malheureusement qui sont assez harcelés, de médiums qui vont capter un peu tout dans l'astral ou tout simplement dans le niveau qui est juste au-dessus. Et ces entités qui sont dans ce milieu-là vont donner des informations en se connectant sur une forme de mémoire universelle, c'est ce qu'elle m'expliquait, mais il peut y avoir de tout. Donc là c'est pareil, c'est ce qu'il explique. En première ligne, mentionnons les restes intellectuels des défunts. Ce qui était monsieur un tel, madame et mademoiselle une telle sur la terre, la personnalité, entre parenthèses, persona, le personnage, l'acteur. C'est-à-dire, on va dire l'ego, mais sans parler d'un terme méchant, enfin, on va dire l'identité, voilà, je préfère ça. Donc la première, ça va être les restes intellectuels. Vous avez bien vu, il a dit intellectuels des défunts. C'est-à-dire leurs traces. Donc ça va être les restes d'identité. Monsieur un tel, madame et mademoiselle une telle sur terre. Ça, la personnalité. Persona, personnage, l'acteur. Ces êtres formés du corps astral comme corps et de l'être psychique comme âme constituent ce que l'occultiste appelle un élémentaire. Donc vous avez vu là à l'époque, il disait un élémental, ça va être quelque chose qu'on a construit. Un élémentaire, c'est quelque chose qui est déjà là. Entre parenthèses, est-ce ce que le spirit appelle un esprit? J'ai un peu de bruit autour de moi, j'espère que ça va aller. C'est là l'être réel, mais toutes les actions, toutes les pensées actives que cet être a générées sur la Terre existent et sont photographiées pour ainsi dire dans le plan astral grâce à la vitalité que leur fournit un élémental. T'as vu, c'est plus pareil. Avant de pénétrer jusqu'à l'élémentaire, on trouvera donc une foule de ces idées vivantes, de ces images vitalisées autour de la personnalité qui les a générées. Ce sont là des images astrales. Donc voilà, faut pas s'attendre à... vous savez, faut pas s'attendre dans les défunts à revoir sa grand-mère disparue. Complètement, c'est plus complètement elle. D'accord ? Ça, il faut vraiment se le mettre en tête. Vous avez des documents, vous avez des écrits par là. Je sais que beaucoup de choses ne veulent pas, beaucoup de personnes par contre ne veulent pas accepter ça. Mais même si ça paraît, c'est pas forcément le cas. Ce sont des bribes. Ah, le chat est arrivé. Il a peut-être senti la croquette. La petite friandise. Allez, on continue. Les images astrales peuvent indiquer des faits ou des idées du passé et venir de la Terre ou au contraire, être l'ébauche astrale des faits et des grandes idées futures sur le point d'être réalisées sur le plan terrestre. Et alors ces images astrales viennent du monde des principes ou archétypes de ce que les religions exotériques appellent le ciel. Il faudra encore bien distinguer ces deux genres de création. C'est pas pour rien que certains artistes tirent aussi leur inspiration de certains voyages astraux, ou même rêves lucides. Ainsi, un assassin qui prémédite son crime génère en faisant le plan de son acte une série d'images astrales qui se dissoudront par la suite si le crime reste à l'état de projet. Mais si l'exécution vitalise ces images, celles-ci animées définitivement par les élémentales, donc les créations, restent dans l'atmosphère astrale du criminel et deviennent l'origine soit du remords de la terre, soit du châtiment de l'individu après la mort. Oui, ça c'est très intéressant aussi. Nous venons de parler des élémentales. Ces élémentales sont des êtres invisibles et mortels dont la vie éphémère s'entretient aux dépens des forces astrales et surtout de la force vitale. Vous avez compris ? Donc je crée un élémental, ça va forcément me coûter de la force vitale, puisque c'est pas que c'est coûteux, c'est pas fait exprès. C'est que pour l'alimenter, pour qu'il existe, il a besoin de force vitale et il peut pas se la créer lui-même. Donc c'est son créateur qui va mettre l'élémental, la force vitale pour créer cette chose-là. D'accord ? Il faut cette énergie, cette énergie. Vous avez un stylo, il faut bien de la matière pour le fabriquer. Vous voyez ? Là par contre la force vitale, c'est inné, c'est en nous, donc on va utiliser cette force vitale pour créer quelque chose. Ces êtres ne sont ni bons ni mauvais par eux-mêmes, vous voyez ? C'est pas des vampires, non, c'est vous qui les créez. Leur action dépendra uniquement de l'idée qu'ils seront chargés de faire vivre.
C'est pour ça que je le dis souvent dans les pendules. Oui, je sais, je m'interromps beaucoup, je m'en excuse. Mais je le dis souvent, c'est important. Dans les pendules, c'est pareil. Vous avez les personnes qui vont personnifier le pendule en disant « Ah oui, mais c'est un pendule qui te choisit, c'est si c'est ça. » Donc là, on va créer un élémental dans le pendule. Donc on va donner de la force vitale. D'accord ? Par contre, si on part du fait que c'est un outil qui nous permet d'avoir justement la donnée et que c'est un prolongement de nous-mêmes, il n'y a plus de problème de force vitale. C'est nous-mêmes. Donc ça reste dans notre champ. Si on crée un élémentaire en disant voilà, on personnifie le pendule et on va l'appeler, je sais pas, Jules le pendule, et ben là, forcément, faudra bien le faire vivre. Il va pas vivre tout seul. Ok ? Ces êtres sont ni bons ni mauvais par eux-mêmes, leur action dépendra uniquement de l'idée qu'ils seront chargés de faire vivre. On peut donc définir des élémentales dans leur action sur l'homme, des teintures d'idées. Ces élémentales correspondent dans le plan invisible aux cellules dans le plan visible. Donc ils correspondent dans le plan invisible aux cellules dans le plan visible. Donc c'est intéressant, hein, tout ce qui est en haut est en bas, là on le retrouve. Ce sont eux qui fournissent les corps, entre parenthèses, astral et invisibles. Donc ils fournissent les corps aux idées et aux images des faits qui ne se perpétueront pas dans le plan astral sans leur fusion avec un élémental. Je vous relis cette phrase, c'est un peu compliqué. Ce sont eux qui fournissent les corps aux idées et aux images des faits qui ne se perpétueront pas dans le plan astral sans leur fusion avec un élémental. Supposons donc l'apparition, entre parenthèses réelle, c'est-à-dire photographiable, d'une personne décédée depuis quelques années. Donc là, il donne un cas. Quelles peuvent être les causes réelles qui déterminent cette apparition par rapport au plan astral ? Nous pouvons maintenant nous en rendre compte. Premier cas. Cette apparition peut être produite réellement par élémentaire de la personne décédée, donc c'est-à-dire le résidu qui est toujours là. Dans ce cas, l'apparition peut agir par les et très lumineuse, entre parenthèses comme le fantôme d'Hamlet, et peut être vue de tous les assistants, donc de tout le monde. Deuxième cas, cette apparition peut être produite par une image de la personne décédée fixée dans l'astral. Elle correspond à l'image d'une personne dans un miroir. On la distingue de la précédente en ce qu'elle ne peut parler, entre parenthèses fantôme de Banquo dans Macbeth, et qu'elle n'est vue généralement que des sujets très impressionnables alors qu'elle est invisible pour les autres assistants. Mais elle persiste longtemps et est très lumineuse. Troisième cas, cette apparition est produite par l'idée du spectateur momentanément vitalisé par un élémental. C'est le souvenir de la personne décédée qui prend corps, et dans ce cas l'apparition est peu nette, mal éclairée et fugace. Là, c'est une projection mentale en fait. De plus, une seule personne la verra, les autres ne verront qu'un brouillard vague, ou moins encore. Ce troisième cas peut être produit soit par l'idée inconsciente que le spectateur a dans l'esprit par le souvenir, soit par l'action consciente d'un adepte des arts magiques. Ok ? Donc tout simplement projection, hein. Projection magique. On voit pourquoi l'occultiste est si réservé dans ses affirmations concernant l'influence plus ou moins réelle des restes spirituels du défunt dans une apparition. Il est bien entendu que nous ne parlons ici que des apparitions réelles, c'est-à-dire de celles qui peuvent impressionner une plaque photographique. À côté de ces recherches de détails et des nombreuses causes d'erreurs admises par l'occultisme, quelles sont les opinions des autres écoles ? Le spiritisme voit des esprits dans tous les cas d'apparition et ne fait aucune différence entre les divers cas. Tout au plus admet-il qu'un esprit peut se présenter à la place d'un autre. Les expérimentateurs appartenant aux écoles scientifiques et pour lesquels ces phénomènes sont vrais, à la suite de recherches sérieusement poursuivies, ne parlent plus de l'explication par hallucination, ça il le met en biais, mise en avant par les savants qui jugent ces phénomènes sans les connaître. Il serait difficile, en effet, d'expliquer l'hallucination de la plaque photographique. On s'en tient donc aux constatations pures et simples, où l'on attribue à une force psychique ces faits encore étranges pour la science. Les catholiques
voient dans tous ces faits l'action du diable et mettent dans le même sac les apparitions, les expérimentateurs et les médiums. Ça c'est vrai, les gars. Étudier un petit peu tout ce qui est exorcisme, mais je pense que là, c'est encore autre chose. C'est que pour eux, le problème de ces actions, c'est qu'on ouvre des portes. Alors, bien sûr, ceux qui sont à la base tout simple vont répéter simplement ce qu'on leur a dit, mais je pense que dans le fond, la problématique, c'est que ces pratiques-là permettent d'ouvrir des portes et que n'importe quoi peut rentrer, et c'est pour ça que dans le catholicisme, en gros, c'est pas bien d'ouvrir des portes tout court. Voilà, c'est un petit peu ce qui est donné. C'est là une grosse erreur qui ne peut faire un tort énorme au catholicisme, dont les membres éclairés devraient être les premiers à étudier ces faits qui révèlent de la mystique. Et c'est ça la problématique, c'est que vous avez toujours ceux qui sont très haut placés, qui ont connaissance des secrets et qui savent, mais justement ils ne veulent pas que tous les autres sachent autant qu'eux. Donc parce qu'on pourrait éduquer les populations en occultisme ou quoi que ce soit. Non, c'est mal, fermez tout. Et par contre, eux de leur côté, il y en a quelques-uns qui ont les compétences pour aller plus loin. Voilà les théories générales. Passons maintenant aux faits particuliers. Parmi les entités qui se manifestent dans le plan astral, il en est plusieurs qui intéressent au plus haut point les occultistes. Ce sont, premièrement, l'élémentaire, deuxièmement les images astrales, troisièmement les élémentales. On dit bien les élémentales, on dit pas les élémentaux. On peut dire les élémentaux maintenant, mais à l'époque c'était les élémentales, puisque c'était un nom tout simplement. Nom propre. Donc, ces 3 points élémentaires, les images astrales, les élémentales, que nous allons étudier en recherchant à propos de chaque classe les exemples les plus typiques que nous pourrons découvrir. Chaque étude fera l'objet d'un paragraphe distinct. Alors ici, on va avoir directement le chapitre suivant, et donc je m'en excuse puisque nous passons au chapitre 7, je sais pas ce que j'ai me pris. Donc nous étions en train de lire le chapitre 6, je sais pas si j'ai dit ça ou ça, je m'en rappelle plus. Et là on passe au chapitre 7, donc vous allez avoir 2 chapitres sur cette vidéo, en tout cas pour l'instant, donc ça c'est plutôt bien parce qu'on avance. Chapitre 7 de l'élémentaire. L'être humain, dont le principe supérieur et conscient reste après la mort dans la partie inférieure du plan astral, et qui peut encore se manifester sur le plan physique, est appelé dans la tradition un élémentaire. Les principes supérieurs doivent non seulement quitter les couches basses du plan astral, mais les êtres qui sont très fortement attachés aux illusions passagères de la Terre, les avares, les riches égoïstes, les petits rentiers qui tiennent à leur home, home c'est H-O-M-E, plus qu'à la vie même, les êtres qu'un serment ou qu'une profonde affection retiennent auprès d'un enfant ou d'une personne aimée, les êtres qui ont à terminer une œuvre importante, tous ceux-là sont retenus dans l'atmosphère astrale de la Terre et constituent les élémentaires. Alors ce qui est rattaché effectivement, c'est tout ce qui est lié, maintenant on le sait, c'est tout ce qui est lié à l'identité. Plus vite vous détachez l'identité en partant, plus vous arriverez à monter. C'est-à-dire, on en a déjà parlé dans d'autres vidéos, c'est tout ce qui rattache à l'identité de la vie que vous avez vécue ou même peut-être parfois celle du futur. Un audacieux vient-il à découvrir la cachette où jadis un avare mort depuis longtemps a enfui son or. Aussitôt l'élémentaire de l'avare apparaît. Il terrifiera le chercheur, le rendra fou, s'il peut le faire, et s'efforcera enfin par tous les moyens de conserver ce lien passionnel qui unit ses restes à la terre. Dans un autre ordre d'idées, un malheur menace-t-il un enfant qu'on croit sans protection? L'élémentaire du père défunt apparaît à temps pour préserver son enfant et le sauver de la mort et du danger. Un assassin a-t-il accompli son crime, sûr de l'impunité élémentaire du défunt, la hante et le force à s'accuser. Alors là, on va avoir une gravure qui s'appelle « Apparition en songe, vue et dessinée par Eliphas Lévy ». Donc je vais vous le mettre. Voilà. Un petit rentier a-t-il vécu 30 ans dans sa maison, lentement organisée. La mort vient terminer brusquement le petit train-train habituel. Il est mort, disent les parents. Mais la maison est le siège d'un curieux phénomène à partir de cet instant. Outre les craquements,
habituel des meubles, on voit des apparitions terrifiantes, se produisant à une heure déterminée. La maison est hantée par l'élémentaire du rentier qui revient chaque nuit dans le home si regretté. De même que les élémentales, dont nous parlerons plus loin, les élémentaires craignent la pointe des épées. Alors on va voir ça. Ça c'est en magie rituelle, c'est pas pour rien que vous allez la tamer aussi. Premièrement, retour d'un élémentaire ayant laissé son œuvre inachevée, Dickens. Donc c'est paragraphe premier, pardon. Si la tradition ésotérique nous permet d'être difficile dans l'affirmation du retour réel d'un être humain vers la Terre après la mort physique, elle nous permet aussi d'affirmer qu'une telle possibilité dans un certain nombre de cas. En voici un que nous donnerons tout d'abord parce qu'il est absolument caractéristique. Alexandre Aksakov, dans son beau livre intitulé Animisme et spiritisme, recherchant la nature de l'agent intelligent qui se manifeste dans les phénomènes du spiritisme, collectionne, entre autres, les communications dont la nature est au-dessus du niveau intellectuel des médiums. L'un de ces exemples est l'achèvement par le médium James du roman inachevé de Charles Dickens. The Mystery of Edwin Drood. Des témoins ont vu le mode de production de l'œuvre et les juges compétents en ont apprécié la valeur littéraire. Monsieur Aksakov a emprunté ses références à un article du Springfield Daily Union le 26 juillet 1873, reproduit par le Banner of Light et partiellement par Spiritualist de 1873 à la page 322. Entre parenthèses, il met étude de Monsieur Harrison. Le médium est né à Boston. À l'âge de 14 ans, il fut placé en apprentissage chez un mécanicien, métier qu'il pratique encore aujourd'hui, de sorte que son instruction scolaire s'est terminée à l'âge de 13 ans. Bien qu'il ne fût ni inintelligent ni illettré, il ne manifestait aucun goût pour la littérature et ne s'y était jamais intéressé. Jusqu'alors, il n'avait jamais essayé de faire passer dans un journal quelconque le moindre article. Je fus assez heureux pour être la première personne à qui il ait fait part lui-même de tous ces détails dans la première qui ait examiné le manuscrit et en ait fait des extraits. Voici comment les choses se sont passées. Il y avait 10 mois, un jeune homme, le médium que je désignerai pour être bref, par l'initiale A, entre parenthèses car il n'a pas encore voulu divulguer son nom, avait été invité par ses amis à se mettre à une table pour prendre part à une expérience spirit. Jusqu'à ce jour, il avait toujours raillé les miracles spirites, les considérant comme des supercheries, sans se douter qu'il possédait lui-même des vues médiumniques. À peine la séance est-elle commencée que l'on entend des coups rapides et que la table, après des mouvements brusques et désordonnés, se renverse sur les genoux de Monsieur A, pour lui faire voir qu'il est médium. Le lendemain soir, on l'invita à prendre part à une deuxième séance, les manifestations furent beaucoup plus accentuées, Monsieur A tomba soudainement en transe, saisit un crayon et écrivit une communication signée au nom de l'enfant d'une des personnes présentes, dont Monsieur A ne soupçonnait pas l'existence. Vers la fin du mois d'octobre 1872, au cours d'une séance, Monsieur A écrivait une communication adressée à lui-même et signée du nom de Charles Dickens, avec la prière d'organiser pour lui une séance spéciale le 15 novembre. Entre octobre et la mi-novembre, de nouvelles communications lui rappelèrent à plusieurs reprises cette demande. La séance du 15 novembre, qui, d'après les indications reçues, fut tenue dans l'obscurité en présence de Monsieur A, seulement, eut pour résultat une longue communication de Dickens qui exprimait le désir de terminer par l'intermédiaire du médium son roman inachevé. Cette communication apprenait que Dickens avait longtemps cherché le moyen d'atteindre ce but, mais que, jusqu'à ce jour, il n'avait pas trouvé de sujet apte à accomplir pareille tâche. Il désirait que la première dictée se fît la veille de Noël, soirée qu'il affectionnait particulièrement. Et il priait le médium de consacrer à cette œuvre tout le temps dont il pourrait disposer sans porter préjudice à ses occupations habituelles.
Bientôt, il devint évident que c'était la main du maître qui écrivait, et M. A accepta avec plus de bonne volonté cette étrange situation. Ces travaux exécutés par le médium, en dehors de ses occupations personnelles, qui lui prenaient 10 heures chaque jour, produisirent jusqu'en 1873, en juillet 1873, 1200 feuillets de manuscrits. Waouh, ce qui représente un volume in octavo de 400 pages. Le récit est repris à l'endroit précis où la mort de l'auteur l'avait laissé interrompu. Et ce, avec une correspondance si parfaite que le critique le plus exercé qui n'aurait pas connaissance de l'endroit de l'interruption ne pourrait dire à quel moment Dickens a cessé d'écrire le roman de sa propre main. On nous présente de nouveaux personnages. Entre parenthèses, Dickens avait coutume d'introduire de nouveaux acteurs jusque dans les dernières scènes de ses œuvres. Donc c'est au-delà de la parenthèse. Donc on nous présente de nouveaux personnages qui ne sont pas du tout des doublures des héros de la première partie. En examinant le manuscrit, je trouvais que le mot traveler, donc entre parenthèses voyageur, était écrit partout, avec 2 L, comme c'est l'usage en Angleterre. Alors que chez nous, en Amérique, on ne met généralement qu'un seul L. Alors, qu'une seule L. Ben oui, une L, une lettre, c'est une L. C'est vrai, ça fait bizarre. Mais oui. Le mot coal, donc C-O-A-L, entre parenthèses charbon, est partout écrit coals, avec un S. Une S, pardon. Et oui, comme c'est une lettre, normalement c'est une S, une A, une N. Et oui, ainsi que l'on fait en Angleterre. Enfin, je pense, je me semble, on ne devrait pas dire un S puisque c'est une lettre. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il est intéressant aussi de noter dans l'emploi des majuscules les mêmes particularités que l'on peut observer dans les manuscrits de Dickens. Par exemple, lorsqu'il désigne M. Gravegius comme étant un angular man, un homme anguleux. Remarquable aussi la connaissance topographique de Londres, dont l'auteur mystérieux fait preuve dans plusieurs passages du livre. Il y a aussi beaucoup de tournures de langage usitées en Angleterre, mais inconnues en Amérique. Je mentionnerai aussi le changement subit du temps passé en temps présent, surtout dans un récit animé, transition très fréquente chez Dickens, surtout dans ses derniers ouvrages. Ces particularités, et d'autres encore qu'on pourrait citer, sont de mince importance, mais c'est avec de pareils bagatelles qu'on eût fait échouer toute tentative de fraude. Au commencement, le médium n'écrivait que 3 fois par semaine, et pas plus de 3 ou 4 pages chaque fois. Mais ensuite les séances devinrent bi-quotidiennes, et il écrivait finalement 10 ou 12 pages, parfois même 20. Il n'écrivait pas de son écriture normale, et comparaison faite, il y avait quelques ressemblances avec celle de Dickens. Au début de chaque séance, l'écriture était belle, élégante, quasi féminine, mais à mesure que le travail s'avançait, l'écriture devenait de plus en plus grosse, et aux dernières pages, les lettres étaient 5 fois plus grandes, au moins, qu'au début. Ces mêmes gradations se sont reproduites à chaque séance, permettant ainsi de classer par série les 1500 feuillets de manuscrits. Quelques-unes, les pages commençant par des signes sténographiques dont le médium n'avait pas la moindre connaissance. L'écriture est parfois si rapide qu'on a de la peine à déchiffrer. La façon de procéder aux séances est fort simple. On prépare 2 crayons bien taillés et une grande quantité de papier coupé en demi-feuillets. Monsieur A se retire seul dans sa chambre. L'heure habituelle était 6 heures du matin ou 7h30 du soir, heure à laquelle il faisait encore clair pendant cette saison. Cependant, la séance du soir se prolongeait fréquemment au-delà des 8 heures, de 8h30 et même plus tard. Et alors l'écriture continuait, malgré l'obscurité, avec la même netteté. Pendant l'hiver, toutes les séances se tinrent dans les ténèbres. Le secrétaire, entre guillemets, de Dickens place les papiers et les crayons à sa portée, pose les mains sur la table, la paume en dedans, et attend tranquillement. Tranquillité relative cependant,
car bien que les phénomènes aient perdu de leur nouveauté et qu'il y soit habitué, le médium avoue ne pas pouvoir se défendre d'un sentiment de peur pendant ces séances au cours desquelles il évoque pour ainsi dire un revenant. Il attend ainsi, quelquefois en fumant son cigare pendant 2, 3, 4, 5 minutes, parfois 10, même parfois pendant une demi-heure, mais ordinairement, si les conditions sont favorables, pas plus de 2 minutes. Les conditions dépendent principalement du temps qu'il fait. Si la journée est claire, sereine, il travaille sans interruption, telle une machine électrique qui fonctionnerait mieux par un temps favorable. Un temps orageux produit du trouble, et plus l'orage est violent, plus le trouble s'accentue. Quand il fait tout à fait mauvais, la séance est remise. C'est intéressant que le climat ait quelque chose à voir avec les connexions. Mais il y a le cycle de l'eau aussi, hein. On sait bien que certains phénomènes aussi se produisent quand il y a de l'eau, mais bon, là c'est pas le cas. Après être resté à table le temps voulu, suivant les circonstances, Monsieur A perd connaissance graduellement, et c'est dans cet état qu'il écrit durant une demi-heure ou 1 heure. Il est arrivé un jour d'écrire pendant 1 heure et demie. Tout ce dont le médium se souvient de son état de transe, c'est la vision de Dickens qui revient chaque fois. L'écrivain, dit-il, à ses côtés, la tête appuyée sur ses mains, comme plongé dans une profonde méditation avec une expression sérieuse, presque mélancolique sur le visage, il ne dit mot, mais jette quelquefois sur le médium un regard penchant et suggestif. Ah, quel regard! Ces souvenirs se présentent au médium de la même manière qu'un songe que l'on vient de faire comme une chose réelle, mais en même temps insaisissable, pour indiquer que la séance est terminée. Alors on a une majuscule en plein milieu de la phrase, désolé. Dickens pose chaque fois sa main froide et lourde sur celle du médium. Aux premières séances, ce contact provoquait de la part de Monsieur A des exclamations de terreur. Et en ce moment encore, il ne peut en parler sans frissonner. Cet attouchement le faisait sortir de son état de transe. Mais il lui fallait ordinairement le secours d'une tierce personne pour enlever ses mains de la table à laquelle elles étaient pour ainsi dire rivées par une force magnétique. En reprenant ses sens, il voit éparses sur le plancher les feuillets écrits pendant une séance. Ces feuillets ne sont pas numérotés, de sorte que M. A est obligé de les classer d'après le texte. Pendant quelque temps, après ces séances, le médium ressentait une vive douleur dans sa poitrine. Mais elle n'était pas de longue durée, et ce sont les seules suites désagréables qu'il en éprouvait. L'extrême nervosité dont il souffrait avant le développement de ses facultés médiumniques l'a complètement abandonné. Il n'a jamais été plus robuste. Donc ça, il met en annotation Animisme et spiritisme de traduction française, Les Maris en 1895. Paragraphe numéro 2. L'élémentaire attaché à la terre par un sentiment élevé. Une apparition après la mort. Et là, il met l'initiation, mars 1895. Donc ce sera issu du journal L'Initiation. Voici que plus d'1 année a passé depuis que mon ami E.R. est sorti de cette vie terrestre, emporté qu'il fut par la phtisie, et sans doute est venue l'heure que j'ai toujours retardé de raconter pour qu'elle s'ajoutât à tant d'autres faits d'apparition après la mort, l'histoire qui lui advint un soir à Paris, peu de temps avant qu'il ressentît les premières atteintes du mal auquel il devait succomber. Ces faits, d'autres par la suite les expliqueront. Dire ceux que l'on connaît, dont tous les personnages vous furent familiers, dont on connaît tous les détails me semble un devoir. C'est pourquoi j'écris cette page d'absolue vérité, et si je dévoile les noms sous de simples initiales, comme la discrétion me l'impose, vous n'aurez pas à inférer de là que je sois hasardé à aucune fantaisie, mais que bien au contraire, je vous apporte un témoignage véridique et sincère. Ces lettres E.R. sont bien en effet celles par quoi commence le prénom et le nom de l'ami que je regrette, et qui, mort à 28 ans, alors que la renommée et la fortune commençaient à lui sourire, aura cependant laissé quelques belles œuvres.
Il était sculpteur, et à la dernière exposition universelle, au Champ de Mars, une de ses statues fut fort remarquée. Celle-ci d'ailleurs lui valut une récompense. Étranger, il avait un atelier à Paris, mais il passait la majeure partie de l'année à la campagne, et c'est là dans l'enivrement d'une nature souriante que se noua ce que j'appellerais volontiers le drame, car c'en fut un, comme souvent en crée la vie. Un jeune couple parisien, en effet, étant venu se fixer pour la belle saison dans une partie de la maison où il était installé, des relations ne tardèrent pas à se nouer entre le couple et lui, puis l'amitié vint, et à la suite de l'amitié, ce qu'il y a de plus cruel au monde, l'amour dans des conditions où il ne peut être qu'une longue série de tortures, car pour succomber à cet amour, ni mon ami E.R. ni la jeune femme ne s'y résignèrent. Ils souffrirent chacun vaillamment leur martyre jusqu'à ce qu'il leur fût possible d'y mettre fin, au moins dans ce qu'il avait de plus aigu. La continuelle présence, par une séparation assez logique, et bien préparée pour ne rien laisser à penser. Mais on se retrouverait à Paris sans doute. Mon ami E.R., pour n'en point courir le danger, changea d'atelier, cacha sa nouvelle adresse, fut même un voyage de quelques mois dans son pays et 18 mois durant s'arrangea en sorte d'éviter la moindre et la plus fugitive rencontre. Il sut même éviter qu'on lui parlât de ses amis de la campagne et de ce qu'ils étaient devenus, il ignorait tout. Or un soir, 10 heures sonnant à peine, il venait de se mettre au lit quand sa porte s'ouvrit silencieusement. Et voilà que très pâle, vêtue de longs vêtements blancs, celle dont il fuyait même le souvenir entra dans la chambre, marcha jusqu'au lit où il la regardait avec épouvante. Et sans un mot, le prit dans ses bras, lui donna un baiser, reposa quelque temps sa tête sur la poitrine du sculpteur, puis, comme s'arrachant violemment à ce repos, se sépara de lui, reprit le chemin de la porte et sortit en lui faisant un signe avec la main. Le lendemain matin, on frappa chez lui. Que vit-il entrer? L'ami pour qui il n'avait point voulu de trahison. Et celui-ci à plusieurs que je connais, déclara plus tard qu'il était venu là tout droit, bien que personne ne lui ait indiqué l'adresse de E.R., mais qu'il n'avait même pas pensé à l'étrangeté d'une course ainsi faite. Lui annonça que la jeune femme était morte la veille au soir. Il lui annonça en fait que sa femme était morte au soir à 10 heures, l'heure même de l'apparition, et il le pria de l'accompagner jusqu'à la mairie pour faire avec lui la déclaration de décès. Cette jeune femme était morte phthisique. Vous avez vu que c'est un style d'écriture un peu particulier aussi, j'ai du mal à lire. Nul d'entre nous n'aurait songé que E.R. devait sitôt mourir de la même maladie, que rien ne permettait de prévoir en lui. Il n'y avait jamais eu de phthisique dans sa famille. Et c'est signé Robert de la Ville Hervé. Une manifestation post-mortem. Donc là, c'est un autre article, puisqu'on a fini le premier, qui se situe dans l'initiation de décembre 1892. Mon cher ami, pour répondre au désir que vous m'avez exprimé, je vous adresse la relation d'une manifestation post-mortem survenue récemment dans ma famille. Là, ça a l'air plus facile à lire. Vous n'avez pas oublié ma belle-sœur, et vous vous souvenez sans doute aussi de la dernière fois que vous l'avez vue chez nous, au mois du juin dernier. J'avais appelé votre attention sur un signe particulier existant dans sa main et qui m'avait fait l'engager à ne pas se risquer sur un bateau. J'ai soumis mon appréciation à votre compétence et après examen de sa main, vous avez dit à ma belle-sœur que c'était surtout de la mer et des voyages en mer qu'elle devait se méfier. Il faut l'avouer, si la chiromancie nous avait renseigné en nous montrant une signature lunaire néfaste, nous nous étions trompés tous deux en ce qui concerne la nature exacte du danger qui la menaçait, celle dont nous avions examiné la main. Car elle est morte subitement en wagon en septembre dernier, en revenant du bord de mer. Elle est morte non par la mer, mais à cause de la mer. Mais j'arrive à la manifestation dont je voulais vous parler.
Avant d'en commencer la relation, je dois, pour la clarté du récit, dire que ma belle-sœur et moi, nous avions une grande affection l'un pour l'autre, et que, de son vivant, j'avais sur elle une influence magnétique telle que lorsqu'elle était souffrante, ce qui lui arrivait souvent, il me suffisait de lui imposer les mains pour la soulager, et qu'une fois je l'ai endormie ainsi pour toute une nuit, pour lui procurer un repos que la maladie l'empêchait de goûter. Dans la nuit du 14 au 15 octobre dernier, c'est-à-dire un mois environ après la mort de ma belle-sœur, après avoir dormi quelques heures, je m'éveillai agitée et j'eus beaucoup de peine à me rendormir. Je tombai enfin dans cet état de somnolence où, tout en ayant à demi conscience des choses environnantes, on est capable d'ouvrir les yeux, état qui précède généralement le profond sommeil. Paradoxal aussi, un petit peu avant. Tout à coup, je crus la voir, je la vis plutôt au chevet de mon lit. J'en éprouvai un violent saisissement, et le dialogue mental suivant s'échangea entre moi et celle que je sentais près de moi. « Est-ce bien toi ?» Puis, après un moment, j'ajoutai « Sais-tu que tu es morte ?» « Oui, me répondit-elle, je le sais, mais il y a bien peu de temps que je m'en rends compte. J'ai été d'abord comme assommée. Je ne sentais plus rien, j'étais dans le noir. Mais maintenant j'ai repris conscience et je passe partout et cela semble singulier de n'avoir plus de corps pour me gêner. Moi qui étais si souvent malade. Mais comment es-tu entrée ainsi tout d'un coup dans la chambre? Est-ce à travers les murs puisque tu passes partout? Non, tu sais, la vieille habitude, j'ai monté l'escalier. Et les autres? Je voulais parler des membres de ma famille. Les vois-tu? T'es-tu montré à eux? Je les vois, mais tu sais bien que c'est qu'avec toi que je pouvais d'abord communiquer. Nous échangeâmes ensuite quelques pensées affectueuses, puis il me sembla qu'elle se penchait vers moi et je crus sentir, oui, je sentis vraiment comme un léger et insensible contact, et je fis un violent effort pour ouvrir les yeux. Mais elle se pencha davantage sur moi. N'essaie donc pas d'ouvrir les yeux, tu sais bien que si tu te réveilles tout à fait, tu ne me verras plus. Elle resta un moment encore près de moi, puis disparut, et je m'éveillai tout à fait, mais j'étais tellement impressionnée par cette apparition, ce rêve, cette singulière hallucination, comme on voudrait l'appeler, qu'il me fut impossible de me rendormir de la nuit. Le lendemain, dans la nuit du samedi au dimanche, ma femme eut ce rêve qu'elle me conta le dimanche. Sa sœur lui apparut tout à coup, près de son lit, se pencha sur elle et l'embrassa longuement. Puis, lui dit « J'irai demain voir G. C'est le prénom de mon fils aîné, qui est interne dans une école spéciale située dans une ville à quelque distance de la localité que nous habitons. » Ma femme, elle ne s'explique pas pourquoi, dit ensuite à sa sœur « Mais quelle heure est-il » ? « -12, répondit-elle. Puis ma femme, encore tout émue de son rêve, s'éveilla et, ayant allumé une bougie, regarda vivement sa montre posée près de son lit. Il était 4 heures. 4 heures moins 12 minutes. Le dimanche, mon fils venait en congé chez nous et nous convîmes, sa mère et moi, de ne rien lui raconter pour ne pas l'influencer. Nous lui demandâmes pourtant, en causant, dans le courant de la journée, « As-tu quelquefois rêvé de ta tante depuis qu'elle est morte ?»« Non, nous répondit-il. Le jeudi suivant, nous vîmes notre fils qui nous dit « J'ai rêvé de ma marraine. » Entre parenthèses, sa tante était aussi sa marraine. Dans la nuit de lundi à mardi. Et il nous conta qu'il avait vu sa tante près de lui, qu'elle lui avait parlé, l'avait embrassé, lui avait recommandé d'avoir bien soin de ses affaires, oui, ça se dit comme ça. Il faut noter que, de son vivant, elle était très méticuleuse au point de vue de l'ordre. Et enfin, avant de le quitter, elle lui avait dit « J'avais promis à ta mère que je viendrais te voir. » Ce n'est qu'après cela que sa mère lui apprit les rêves que nous avions eus. Elle et moi et le jeune homme parût frappés de la coïncidence, surtout en se rappelant la dernière phrase qui avait été entendue dans mon rêve. Voilà, mon cher ami, couché par écrit, ce que je vous avais déjà conté de vive voix. Cordialement à vous, ch.d. PS, depuis plus rien,
ou si nous avons encore rêvé de la morte, ce n'est que des songes décousus qui n'avaient rien de frappant et n'étaient que des réminiscences d'autrefois, comme on en a souvent en rêve. Le corps astral de notre chère morte a-t-il quitté le cercle où nous mouvons? Voilà, ensuite il passe directement à une autre histoire, on est sur le paragraphe numéro 3, élémentaire attaché à la Terre par une idée matérielle, photographie. Là, cette fois-ci, pour un article paru dans l'Initiation de juillet 1894, l'apparition de Newcastle. J'ai puisé dans Banner of Light une histoire très impressionnante que j'ai traduite et que je m'empresse de communiquer aux nombreux lecteurs de l'Initiation. Elle est très courte et a pour principal héros un photographe de Newcastle. Ce photographe, qui habite la ville de Newcastle, avait fait le portrait d'un de ses concitoyens, Monsieur Thomson. Et, comme il savait que son client était en voyage, il ne se pressa pas d'en faire les copies qu'il s'était engagé à lui porter à son domicile. Mais voilà qu'un jour, M. Thomson se présenta chez le photographe et lui reprocha avec vivacité sa négligence. Le photographe s'excusa, et pour l'apaiser, il lui offrit de lui envoyer sur le champ ses copies. M. Thomson n'eut pas l'air d'ajouter grande foi aux raisons qu'il lui donna, et se retira assez mécontent. Le photographe se mit cependant de suite à l'œuvre et en retirant une copie, l'épreuve négative lui échappa des mains, tomba à terre et fut mise en morceaux. Il s'empressa alors d'écrire une lettre à M. Thomson pour l'informer de l'accident qui venait de lui arriver. Le matin suivant, le photographe reçut la visite d'un homme très âgé qui lui annonça que M. Thomson était mort la veille au soir. Il ne pouvait comprendre comment M. Thomson avait pu se présenter chez le photographe alors qu'il rendait le dernier soupir dans une résidence située à plusieurs lieues de Newcastle. Ça, c'est pas une seule histoire comme ça, il y en a déjà eu un. C'est signé Horace Pelletier, correspondant du groupe indépendant d'études ésotériques. Ensuite, on a un autre titre qui est Photographie d'une morte, donc traduit du Light par P.H. Pelletier, Initiation de décembre 1892. Un jour que je venais d'achever mon très frugal déjeuner, il se présenta tout à coup devant moi une fort belle dame qui me pria de lui accorder une séance afin que son mari pût avoir d'elle quelques épreuves photographiques. J'accédai à son désir et je lui fis prendre différentes attitudes. Lorsque je quittai mon cabinet noir pour reparaître à la lumière, la dame avait disparu. Je me sentis assez affectée et je craignis de ne pouvoir être indemnisée de ma peine. Cependant, je continuai mon travail espérant que la dame reviendrait au premier jour pour me payer. En effet, peu de jours après, la dame réapparut et au moment où je venais de mettre la dernière main à mon œuvre. Elle ne croyait pas qu'elle serait si tôt terminée et elle en fut étonnée. Les épreuves avaient une teinte un peu sombre néanmoins. À la fin de notre entrevue, la dame choisit une de ses photographies et me dit « Écrivez dessus Marguerite Arlington et exposez-la dans votre montre. » Dans votre montre. Oui, je pense que c'est dans son studio. Je fus surpris de son langage, car tout le monde sait que les dames ne se soucient pas du tout de se voir exposées dans une montre au regard du public. Je pensais avoir affaire à une actrice. Je me conformai à sa volonté et elle me remit un billet de 50 marks. Comme elle me devait la moitié de cette somme et que je n'avais pas sur moi assez de monnaie pour lui rendre, je plaçai la photographie dans la montre et j'allai bien vite chez le pharmacien, mon voisin, pour changer le billet. « Pourriez-vous, dis-je au pharmacien, me donner la monnaie sur ce billet ?» Et j'avançai ma main vers lui, comme si je lui tendais le papier. « Combien vous faut-il » me demanda-t-il. « 50 marks, répliquai-je. « Où est-il » Je regardai ma main, elle était vide. Elle ne tenait rien. Je jetai d'abord les yeux sur le comptoir. Je ne vis rien, nous cherchâmes de tous les côtés, le pharmacien et moi, et son premier garçon nous aida. Vous avez vu, à l'époque, il travaillait en famille. On ne put trouver le billet, je retournai chez moi en regardant à terre avec soin pendant un court trajet, mais ce fut en vain. Le billet s'était fendu dans l'air. La dame, sans doute, attendait sa monnaie, je voulais lui conter l'affaire, peut-être ne m'avait-elle pas remis le billet.
Madame, lui dis-je en rentrant chez moi, mais là, la dame avait disparu en laissant les épreuves sur ma table. Que signifiait ce mystère? Toutefois, je me tranquillisais à la pensée que cette actrice, je la croyais de bonne foi, une actrice, m'avait joué ce tour d'espièglerie pour faire un peu parler d'elle. Je résolus à tout événement de laisser les épreuves dans la montre, et c'est ce que je fis de mieux. Presque tous les jours, le monde attiré par les photographies me disait « Le portrait de cette belle blonde est admirablement réussi », etc. Cette aventure me rapporta pas mal d'argent, et en vérité, je ne gardais aucune espèce de rancune à la belle inconnue. J'aurais été heureux de lui remettre les 5 épreuves et de la remercier par-dessus le marché. Je pensais que bientôt j'entendrais parler d'elle, et en effet, je ne fus pas trompé dans cette attente. 1 an après, je reçus la visite d'un monsieur en costume de voyage qui se présenta dans mon cabinet. Il était pâle comme surexcité. « N'avez-vous pas dans votre montre, me dit-il, la photographie d'une jolie blonde d'un nom de Marguerite Arlington ?»« Oui, monsieur, lui répondis-je. C'était le nom de cette dame. Vous la connaissez ? Continua-t-il. C'est peut-être une personne de vos amis, lui demandai-je. C'est ma femme, dit le monsieur. Mais je ne savais pas qu'elle s'était fait photographier. Est-ce possible, m'écriai-je, cette dame m'a dit que son mari désirait avoir son portrait parce qu'elle était éloignée de lui pour longtemps. Le monsieur devient encore plus pâle. Combien y a-t-il de temps, me demanda-t-il très ému, que vous l'avez photographiée? 1 an, lui dis-je. Il y a 1 an que ma femme est morte, répliqua-t-il. Peut-être croirez-vous que je ne suis plus dans mon bon sens quand je vous dirai qu'elle m'est apparue cette nuit dans un rêve et qu'elle m'a dit « Va à la ville, passe en revue les magasins de photographie et tu trouveras la mienne. » Le rêve m'a tellement frappé que j'ai obéi et j'ai trouvé le portrait chez vous. Je racontai au monsieur sans en rien omettre toutes les circonstances et nous restâmes convaincus tous les 2 que la dame, quoique morte, était venue poser pour son portrait. Je lui présentai les 5 épreuves qui étaient les mieux réussies, qui fussent sorties de mes mains. Il voulut me payer, je refusai. Mais il laissa sur la table un billet de 500 marks et se retira. Telle est mon histoire de fantôme. Bien des gens en ont eu de semblables, mais ils ne veulent croire que ce qui leur est arrivé à eux. Mon histoire est cependant la stricte et exacte vérité. Vous avez vu ce qu'il a dit, il y a 2 choses. Elle a mis, ils ne veulent croire que ce qui leur est arrivé à eux. C'est vrai que les gens croient uniquement leurs propres histoires sans forcément croire à celles des autres. C'est vrai, c'est intéressant. Et il y a aussi autre chose qui est intéressant, l'histoire du fantôme qui a simulé le fait de le payer. Et puis au final, il s'est remboursé d'une certaine façon en exposant les images. Et ça, c'est intéressant parce que ça lui a laissé quand même 1 année où il a pu en profiter, où il a pu avoir ce fameux cadeau pour ce qu'il a fait. On dit souvent que quand vous rendez service sur un point de vue d'apparition comme ça, aux fantômes ou autre, il y a un cadeau au bout. Ça se dit souvent. Et là, effectivement, il en a eu. Ensuite, rattaché à la terre par un serment, une apparition. Donc cette fois-ci, c'est l'initiation en mai 1893. Faudra faire attention que je lise pas ça dans tout ce qui est article du vendredi. Oui, je vous rappelle, le vendredi, vous avez toujours les articles de journaux. Là, j'ai changé un petit peu, mais ça va peut-être pas venir tout de suite, mais vous allez voir. Et ensuite, on va voir toujours la page membre où on finit la Stanislas de Gaïta. Vous avez toujours l'IFAS Lévy en cours. Et ça va être très très bien. Stanislas de Gaïta, on va continuer sur les livres 2 et livre 3. Et ici, alors je vais pas vous faire choisir tout de suite, mais ça va venir très très vite parce qu'on a fini le corpus. Et on va avoir les autres lectures qui vont commencer à se finir aussi pour certaines. Donc je vais enchaîner comme j'avais promis de faire toutes celles qui étaient en voie de synthèse au tout début de la chaîne. Donc on va finir quelques lectures. Alors on n'aura pas tout, parce qu'il y en a, on n'a pas fini, sinon ça va durer encore des heures. On va faire les plus courtes, celles qui se font en 1 ou 2 vidéos. Il y en a encore 3 ou 4 je crois. Et puis donc ça va durer je pense 1 mois ou 2. Et après on aura d'autres lectures. On aura d'autres lectures où je vous ferai choisir, vous pourrez voter sur sondage. Voilà.
Et encore une fois, merci pour ceux qui soutiennent, merci pour ceux qui commentent, les petits likes, enfin tous les trucs de YouTube. Merci pour les abonnements aussi, c'est assez rigolo de voir que le compteur augmente, c'est toujours étonnant. Et ça veut dire que vous êtes plus nombreux. Enfin, moi, les abonnements, ça montre surtout que il y a plus de gens que ça, qu'on croit, qui ont de l'intérêt pour ce type de lecture. Et ça veut dire qu'il y a encore des gens qui perpétuent ce savoir, et ça, c'est indispensable. Qui restent pas forcément sur le New Age que d'aujourd'hui, ou même l'ésotérisme d'aujourd'hui, mais qui ont su aller un petit peu plus loin. Des personnes qui ont su s'intéresser à ce qui était déjà dit à l'époque sur ces domaines, donc c'est toujours très intéressant, très sympa. On n'est pas tout seul, les amis. Alors, on continue. Une apparition. On se rappelle le cas si intéressant qui se reproduisait il y a quelques mois à Constantinople, ainsi que l'on aurait raconté dans tous les journaux, où l'esprit d'un derviche mort depuis plus de 3 siècles est apparu au gardien d'un cimetière, demandant que l'on procédât à l'exhumation de ses cendres. Ces faits de rapprochement entre les vivants et les morts sont beaucoup plus fréquents qu'on ne serait à un premier abord tenté de le croire, et de nombreux témoignages autorisés en font foi. Voici le récit d'un fait analogue qui se passa en 1879 et qui est rapporté tout au long, d'après le journal hongrois Légiéterstes, par les archives israélites du 10 juillet de cette même année à la page 230. À 3/4 d'heure d'ici, dans la petite ville reculée du nom de Diosgyőr, un jeune homme, Louis Arnstein, avait il y a 3 semaines perdu au jeu de cartes 20 kreuzers. Ah oui. Il avait perdu donc au jeu de cartes 20 kreuzers, c'est la monnaie j'imagine là-bas, avec un de ses voisins et était resté son débiteur. Le créancier demandant un jour à encaisser son bénéfice, Arnstein l'engage en plaisantant à ajouter au contraire 20 autres kreuzers, et alors lui, Arnstein, s'engageait par écrit à se désister en faveur de son créancier de sa part du statut éternel Shelek Leotam Abo. Le voisin accepte, fait son versement et en reçoit en échange le sudit engagement libellé en due forme. Ouh, faire gaffe ce genre de truc. 2 jours après, Arnstein meurt subitement, laissant en gage sur la terre sa part du statut éternel. La nuit qui suivit les obsèques, le créancier affolé réveille par ses écrits tout le voisinage. Déclarant que l'âme d'Arnstein, qui est apparue réclamant avec insistance la restitution de sa portion de salut éternel. Ce phénomène se produisit 3 nuits de suite. Ah, faut faire gaffe, ça c'est des contrats avec l'au-delà, faut pas faire des trucs comme ça. Faut faire très attention. Pour mettre un terme à ces obsessions, l'intéressé s'adressa au rabbin, qui se déclara incompétent dans l'espèce. Bah ouais, l'autre il a signé. Hier enfin, on a réuni à Skelzo un conseil de 6 rabbins qui ont décidé que le tombeau du défunt devait être ouvert et que l'on devait replacer dans le linceul l'engagement écrit par lequel le pauvre trépassé s'était fermé la porte du ciel. C'est tout simple, il n'y a pas plus, c'est signé Gévitou, mais c'est vrai que c'est intéressant. c'est même ridicule en fait. Enfin bref, la personne n'a pas réfléchi quoi. Ensuite, valse macabre, élémentaire. Donc là on est dans l'initiation de mai 1890. Telle est l'histoire d'une jolie morte que je ne fais que traduire et qui, pour exprimer sa joie de n'être plus de ce monde, se livrait au charme et aux douceurs d'une valse désordonnée. Cette jolie morte, qui était une jeune fille d'un peu moins de 20 ans, était folle de la danse. Un soir, au sortir d'un bal chez un ami de sa famille, elle contracta une bronchite qui dégénéra bientôt en phtisie. Son état d'abord assez grave parut s'améliorer, mais le mieux ne dura pas, et sa situation devint désespérée. Les parents, très affligés, écrivirent à leur fils aîné, qui étudiait la médecine à Munich, en Bavière, et lui exprimèrent leurs angoisses. Le jeune homme, qui adorait sa sœur, quitta bien vite Munich et accourut auprès de sa famille. Il arriva à la maison paternelle, et très inquiet, il sonna à la porte avec précipitation. Aussitôt notre vieux serviteur accourut. Je laisse la parole au jeune étudiant.
et m'ouvrit. Sans lui adresser aucune question, je montai au salon et je jetai sur un meuble mon pardessus dont je venais de me débarrasser. J'allumai un bougeoir qui était sur la table et fis quelques pas. Quelle ne fut pas ma surprise en voyant la malade, ma chère Jeanne, devant moi et debout avec un aimable sourire aux lèvres. J'ouvris de grands yeux en la voyant vêtue d'une robe de gaze blanche, le front orné d'une couronne de roses et ses cheveux châtains tombant en boucles sur ses épaules. J'étais surtout stupéfait de la trouver vivante et saine dans un semblable costume, alors que je la croyais sur le bord de la tombe. Elle était cependant un peu plus pâle. L'incarnat de ses joues avait disparu. Mais ses yeux me paraissaient briller d'un éclat inusité. Habituellement, il y avait toujours en eux une certaine langueur. « Jeanne » m'écriai-je, en saisissant ses deux mains. « Vous m'avez sans doute entendu venir, que je suis heureux de vous voir en bonne santé. Je vous croyais malade. » « Je me sens très bien, me répondit ma sœur, et en effet, rien dans son air ni dans ses manières n'annonçait la maladie. Sa voix, néanmoins, était légèrement faible, comme si elle se trouvait à une grande distance de moi. Ce que j'attribuais au salon, qui étant assez spacieux, pouvait diminuer l'intensité du son. C'était comme toute la même jeune fille gaie, rieuse et charmante que j'avais connue avant de partir pour l'université. Sa beauté paraissait plus céleste encore par le contraste de sa couleur de ses cheveux châtains, foncés encore avec la blancheur de son costume. C'est à peine si j'ose croire mes yeux, continuai-je, tout heureux de la voir en pied. Je m'attendais à te voir privé de mouvement, et tu me sembles habillée comme pour un bal. Jeanne souriait, et désireuse de me prouver qu'il était plus facile de se mouvoir, elle prit aussitôt différentes poses gracieuses, et s'emparant de ma personne, elle me fit valser avec elle tout autour du salon comme autrefois, avant que je ne fusse un étudiant de l'université, et ne tint aucun compte de mes protestations de ne pouvoir danser avec mes lourdes bottes de voyage. Ses pieds légers touchaient à peine le parquet, tandis que mes bottes faisaient retentir et trembler tout le salon. Je me sentis à la fin tellement étourdie que je la priai de s'arrêter. Je m'arrachai de ses bras et me couvris les yeux avec une main, car je voyais les murs du salon tourner autour de moi avec une rapidité vertigineuse. Quand je retirai mes mains de mes yeux, Jeanne avait disparu, et j'étais seule dans le salon. J'ouvris promptement la porte pour la suivre et, au lieu de Jeanne, je rencontrai la sœur Alphonsine, une religieuse du couvent à côté de notre maison, et qui avait pour mission de soigner les malades et de veiller les morts. « Avez-vous vu Jeanne » lui demandai-je. « Savez-vous où elle est » ?»« Je venais pour savoir, me répondit la sœur Alphonsine, la cause de ce bruit horrible qu'on l'on entend au-dessus de la chambre de la morte. »« Quelle morte » demandai-je, tout étonné. Jeanne était ici il y a qu'un instant, elle m'a obligée de danser avec elle pour me prouver qu'elle était en parfaite santé. Où est-elle maintenant? Ne l'avez-vous pas rencontrée? La bonne sœur Alphonsine fut dévotement un signe de croix et me considéra avec attention pour s'assurer que je n'étais pas en état d'ivresse ou frappée d'aliénation mentale. Elle finit par s'écrier « Jésus Seigneur, votre sœur Jeanne est morte hier à 6 heures du soir, et j'ai veillé son corps toute la nuit. » Sans vouloir entendre plus de détails, je descendis les marches de l'escalier 4 à 4, et dans une chambre située immédiatement au-dessous du grand salon, je vis le corps de Jeanne couché dans sa bière, habillée d'une gaze blanche, une couronne de roses blanches sur la tête et les cheveux dénoués. Son visage était pâle, ses mains jointes comme pour la prière, un doux et aimable sourire errait sur ses lèvres. Berthe, mon autre sœur, qui se présenta, me confirma tout ce qu'elle m'avait dit la religieuse. Jeanne était morte à 6 heures du soir, après avoir exprimé à plusieurs reprises le désir de me voir. C'est signé H. Pelletier, C.G.E. Donc nous arrivons ici au terme de cette lecture pour cette vidéo. Après, on enchaînera pour les prochaines vidéos sur tout ce qui concerne un petit peu plus les maisons hantées. Vous allez voir, on va tourner sur quelque chose de différent. Bien sûr, on est toujours là dans les élémentaires, on va aussi passer sur tout ce qui est élémental et le reste.
Mais là, la partie qui suit est vraiment très grande, donc ça va être un petit peu trop long après pour la vidéo. J'espère en tout cas que cette fois-ci ça vous a plu comme pour les autres parties. Je vous remercie toujours pour votre soutien, vos petits mails, vos petits likes aussi, et puis pour votre présence surtout. Je vous dis à bientôt avec des gros bisous et à bientôt sur la chaîne Ésotérique Ancien.